Bonjour et bienvenue à notre webinaire qui s'appelle Revue technique des marchés. Aujourd'hui, on a le 17 mai, il est 18 heures. On est heureux de vous retrouver pour ce webinaire hebdomadaire. Aujourd'hui, comme d'habitude, avec notre star analyste Laurent Albi, le président de la FAT, aujourd'hui dans notre studio BNP Paribas. Bienvenue Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Falco, quelle entrée. Bonjour à tous. C'est venu comme ça, je ne sais pas, c'était pas organisé, mais bon, c'était pas préparé, pas prévu. Merci Donc, en tout cas. Non, mais c'était aussi parce que le CAC, Oui, il nous fait rire, non pas rire, mais être heureux va dans le absolument. bon sens si vous êtes bullish et tout. Donc, Absolument. hein, C'est une clôture en fanfare sur le CAC 40, Falco. Je n'ai pas regardé exactement les chiffres à 17h30, mais on ne doit pas être loin de 1% de hausse. 1% de sympa. hausse qui vient après justement un mois d'avril où le CAC a quasiment progressé en ligne droite de 9 ou 10%. Alors, c'est à la fois positif, et puis justement, quand il y a trop d'euphorie, c'est là que les choses peuvent se gâter. Notamment quand on a assisté à une progression aussi linéaire, j'ai envie de dire, sans correction. Quand on a des grosses bougies, on va tout regarder ensemble tout à l'heure, mais quand on a des grosses bougies comme ça, après autant de hausse, c'est surtout plus le moment, Falco, de rentrer sur le CAC. Soit vous y étiez déjà, et dans ce cas-là, bravo. On applaudit. Vous avez été perspicace et courageux. Mardi que je pensais que ça allait franchir la résistance. Voilà. Mais non, mais ça aurait pu corriger, Falco. Hein. Tu sais, les marchés, c'est. On sait jamais. On sait jamais. Exactement. En tout cas, je disais qu'il fallait de toutes les façons être à l'achat. Je pensais qu'il y aurait une petite correction. Il n'y a pas eu de correction. On a vraiment beaucoup progressé aujourd'hui, donc c'est plus le moment de rentrer. Mais si vous êtes long, faut pas encore vendre parce que on va bien voir comment les choses vont se passer. En tout cas, une journée très positive, ça c'est indéniable. Juste pour, au début de notre émission, tu as toujours notre webinaire, tu as toujours une phrase que j'aime beaucoup, j'ai déjà oublié malheureusement, je l'aime beaucoup, c'est comment est-ce que tu définis l'analyse technique en fait, qu'est-ce qu'on décrit en fait Alors, l'analyse technique en fait, c'est la description de ce que l'ensemble des investisseurs ou des opérateurs de marché perçoivent du marché. Autrement dit, c'est une lecture qui est totalement différente de l'analyse fondamentale, qui, elle, donc, analyse, quand on parle des entreprises, les facteurs propres à la santé économique de l'entreprise. Mais en fait, l'analyse technique, c'est l'analyse du marché. Donc, en fait, quand on a fait son analyse fondamentale et qu'on a une opinion donc à propos d'une entreprise, toute la question est de savoir si les autres partagent cette analyse. Parce que s'ils ne partagent pas ton analyse, eh bien, tu vas acheter une action et tu vas être le seul. Et donc, rien, voilà. Alors, il ne va rien se passer. Donc, parfois, quand on fait du fondamental, on peut avoir raison trop tôt. Et puis parfois, on peut ne pas connaître toutes les informations, surtout quand on est un investisseur particulier, parce que quand on est un analyste dans une banque, eh bien les directeurs financiers vous parlent, mais quand vous êtes juste une personne ordinaire, essayez d'appeler un DAF d'une boîte en lui disant j'ai des questions sur les derniers résultats, il ne va jamais vous prendre au téléphone. Bon, ça veut dire que l'analyse fondamentale parfois n'a pas toutes les informations et que parfois on peut avoir tort, alors que le marché a toujours raison. Ça veut dire qu'il y a toujours toute l'information connue à disposition de tout le monde qui est reflétée dans le prix, et c'est ça qu'on analyse. Merci beaucoup Laurent pour cette intro magnifique sur qu'est-ce qui est l'analyse technique. Donc vous voyez sur votre écran en ce moment juste le premier slide en fait de notre webinaire, Revue technique du marché, vous connaissez très bien. Vous savez aussi que ce soir vous allez retrouver cette webinaire sur notre chaîne YouTube. J'imagine que vous êtes déjà tous abonnés. Sinon, vous savez très bien comment il faut le faire. Il faut juste connecter à YouTube et abonner notre chaîne qui s'appelle Produits de Bourse BNP Paribas. Ce soir à 23h, vous allez encore recevoir le lien avec le lien vers notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver ces webinaires ce soir. Donc maintenant, c'est le moment venu où on peut montrer tout ce qu'on va faire aujourd'hui en fait. Donc le sommaire de Laurent que je vais lui donner maintenant. Voilà. Et c'est parti.
Voilà, je le vois déjà, vous Voilà. aussi. Hop. Donc on commence avec le S&P. Oui, alors aujourd'hui, nous allons regarder le S&P parce que c'est un petit peu notre habitude, d'autant plus que l'indice élargi américain, c'est un petit peu le baromètre hein, des marchés mondiaux, c'est l'indice directeur, donc c'est toujours important de savoir où est-ce qu'il en est. On va regarder le Russell 2000, c'est l'indice des petites capitalisations américaines. Pourquoi on va regarder le Russell 2000 aujourd'hui? Eh bien parce qu'il est en train de faire un nouveau plus haut historique, alors que le S&P, le Nasdaq et le Dow Jones sont toujours en dessous de leur dernier sommet et dans une phase de consolidation. Eh bien le Russell, lui, caracole en tête et ça a du sens et c'est important d'essayer de comprendre qu'est-ce que cela signifie du point de vue des marchés américains que le Russell donc puisse être aussi fort et puisse surperformer autant. Nous allons regarder également le CAC 40 qui, comme vous le savez, est très fort et l'a encore confirmé aujourd'hui. On nous a demandé de regarder le FTSE anglais. Alors c'est intéressant parce que lui aussi, il bénéficie d'une monnaie qui s'est beaucoup affaiblie face au dollar. C'est peut-être l'une des raisons qui explique la force du FTSE. Vous le verrez, il n'a pas encore franchi son précédent sommet. Il est juste sur le point de résistance. On va regarder ça dans un instant. Sur les taux, on n'en parle pas souvent, mais je pense que c'est utile maintenant parce que il y a le rendement du T-Note, c'est-à-dire la dette souveraine américaine, maturité 10 ans. Ce rendement a fait un nouveau plus haut à 3,09. Je crois même qu'il est monté à 3,12. Qu'est-ce que cela signifie? Quel impact cela a sur le marché obligataire et sur les marchés actions? On va regarder ça ensemble et puis surtout, on va essayer de voir où sont les niveaux auxquels le T-Note, ou plutôt en tout cas le rendement du T-Note, hein, le yield, pourrait prétendre bientôt, et puis également quels sont les niveaux de support. Du point de vue des actions, on va en analyser 5. Nestlé, consommation donc non cyclique, alimentation et boissons. Télécom avec SES, Utilities, services aux collectivités avec EDF, et puis on avait fait un point GAFAM il y a environ 4-5 semaines. On avait vu en détail Apple, Tesla. Cela dit, Apple a repris un trend haussier, sorti de range, donc on va voir où sont les niveaux maintenant qui invalideraient à court terme cette progression. Et puis Tesla, en revanche, c'est toujours très compliqué pour le titre. Voilà, eh bien on commence tout de suite avec un chart que vous connaissez bien, c'est donc le S&P depuis l'été dernier. Vous le voyez, cette dernière impulsion haussière qui a amené l'indice de 2420 à 2860 et puis derrière, en février, il y a eu une grande correction et puis là, depuis février, mars, avril, on est toujours en correction. Alors, on voit plusieurs choses. La première, c'est que cette moyenne mobile à 200 périodes a été un facteur déterminant dans le support qui a été donc fourni par les investisseurs à l'indice, puisque vous le voyez, elle a été testée une première fois, une deuxième fois, où le travail a été vraiment plus laborieux, puisque la première fois, regardez comment le rebond s'est fait. La deuxième fois, il y a eu 2 semaines de travail avant un rebond qui a été nettement moins impulsif, moins vigoureux que le précédent. Et puis, derrière, il y a eu encore un repli. L'indice s'est replié moins que les 2 fois précédentes, puisque vous le voyez, hein, en clôture, il s'est arrêté à 2620, puisque cette moyenne mobile à 200 périodes est toujours ascendante. Et puis, on a eu ici une espèce de variation de Morning Star, avec une bougie noire, un doji, ou en tout cas un tout petit corps, et puis une très haute bougie blanche, c'est-à-dire qui signale le retour des acheteurs, du courant acheteur sur le marché. Et dans la foulée, il y a eu le franchissement de cette moyenne mobile que vous voyez ici à 50 périodes, le franchissement également de cette oblique baissière. Et on est maintenant en plein travail autour de cette résistance
qui est en fait la borne haute de ce petit range de court terme qui a démarré au mois d'avril, qui lui-même est inséré à l'intérieur d'un range plus grand qui lui a démarré donc en février entre 2580 et 2780. Si ce range devait être dépassé, si la résistance de ce range devait être franchie, alors on pourrait assister au retour du S&P sur les 2860. Alors pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'on a des journées, des séances d'hésitation autour de la résistance. Ces séances d'hésitation, on les voit avec ces toutes petites bougies, ces tout petits corps qui montrent que après la très forte impulsion à partir de la moyenne mobile de 100 périodes, eh bien, ça hésite un petit peu. Du point de vue du RSI, à partir de ce point bas d'avril, on voit que on avait un RSI de marché baissier qui est en train de se transformer en RSI de marché haussier. Pourquoi? Eh bien parce que vous le voyez, il y a maintenant un support sur ce RSI à 40 et qu'on est en dessous de cette zone de surachat si nous assistions à un redémarrage donc, du courant acheteur après le petit pullback qui s'est fait donc sur l'ancienne résistance, l'ancienne zone de résistance à 2700 points, alors on aurait peut-être un RSI qui serait de nouveau suracheté et j'interpréterai ce RSI suracheté comme un signal de force de la part des acheteurs. Donc S&P, vous le voyez, un contexte technique qui est qui contraste fortement avec le CAC, puisque on est toujours en milieu de range, alors que le CAC lui est beaucoup plus haut. Le CAC qui bien évidemment est beaucoup moins haut que le S&P, puisque le S&P est quand même à quelques pourcents de son plus haut historique, alors que le CAC 40 lui est beaucoup plus bas. Cela dit, quand on regarde le CAC 40 Gross Return, c'est-à-dire l'équivalent, le frère jumeau du DAX 30, c'est-à-dire le CAC 40 avec tous ces dividendes systématiquement réinvestis, eh bien là, nous sommes sur un indice qui est sur ses plus hauts historiques, qui, je crois, de mémoire, est en train de faire sa 7e ou 8e séance consécutive de hausse avec à chaque fois une nouvelle clôture au plus haut. Et donc, un indice qui, en tout cas en Europe, en France, le CAC 40, surperforme depuis avril très largement le S&P américain. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur l'indice élargi US. S'il n'y a pas de questions, eh bien on enchaîne directement avec le Russell 2000. Il y a deux choses en fait. Il y a l'objectif de 5800 formulé en janvier était d'autant plus fantastique qu'en février, j'en ai croyais plus, ce qu'il dit Alain. Donc, oui. C'était au début sur le CAC 40, un retour. Alors, je vais dire quelque chose à Alain, parce que en fait, il faut arrêter d'y croire ou de ne pas y croire. Parce que là, on fait des bêtises. Il faut savoir où sont les niveaux techniques. Et il faut avoir la discipline de se dire, tant que le niveau, quel qu'il soit, quel que soit le sous-jacent examiné, tant que le niveau n'a pas été enfoncé, je laisse le bénéfice du doute, Alain, à la tendance. C'est capital. Si vous voulez rester dans une tendance, ce n'est pas des lignes droites, les tendances. Parfois, il y a des corrections, parfois, il y a des trading range latérales. Donc, c'est très important pour pouvoir gagner de l'argent sur les marchés, pouvoir profiter de la tendance. Le plus grand ou l'un des plus grands investisseurs américains qui s'appelait Jesse Livermore, qui a vécu dans les années 30, disait « les fois où j'ai le plus gagné d'argent dans ma vie, c'est quand j'ai su quand est-ce qu'il fallait que je serre les fesses et que je reste dans la tendance. » Et en fait, c'est capital. Donc, le CAC, on l'a vu ensemble plein de fois, il y avait un très gros niveau. J'ai toujours dit, tant que ce niveau n'est pas enfoncé, à moyen terme, on reste parce que ça veut dire qu'il y a du soutien sur l'indice, sur ces niveaux et qu'il faut rester. C'est vrai qu'il y a eu des grosses périodes de doute, des grosses périodes de volatilité et pourtant, à aucun moment, cette volatilité n'a été en mesure de faire flancher les acheteurs et de rompre les niveaux. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Quand on fait l'analyse technique, j'ai presque envie de dire, c'est 50% du boulot. C'est de savoir où sont les niveaux qui invalident votre analyse sur l'horizon d'investissement qui vous concerne. Quand vous savez où sont les niveaux qui invalident les tendances qui vous concernent,
eh bien, vraiment, vous avez fait quasiment tout. Alors, qui répondent, bien d'accord, mais quand on a touché les 5000, on n'était pas fiers. Oui, on n'était pas fiers. On va regarder ensemble. Je suis bien d'accord qu'on n'était pas fiers, mais on a dit, alors ça dépend sur quel horizon de temps vous êtes. Si vous êtes sur du moyen ou du long terme, les 5000, c'était le niveau qui ne devait pas être enfoncé. Si effectivement vous étiez sur du court terme, de toutes les façons, vous auriez dû sortir avant. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. On n'est pas à l'abri, Alain. Hein. Vous savez, les marchés sont pleins de surprises et ils le sont surtout quand le consensus est trop fort, et j'ai peut-être peur ce soir que le consensus soit trop positif sur le CAC 40. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il faut toujours être prudent. Il ne faut jamais baisser la garde sur les marchés. C'est toujours quand on baisse la garde qu'on devient complaisant, qu'on se prend des tartes. Donc, pour éviter de se prendre des tartes, il faut toujours être vigilant. Alain, juste une question à vous. Là, vous parlez aussi des RSI, mais c'est aussi pour le CAC 40. Donc, on va peut-être en parler plus tard ensemble. Il y a Pascal qui dit aussi que ça sera peut-être judicieux de regarder l'euro-dollar vu que le nombre d'entités US qu'on regarde en fait. Mais bon, on va voir s'il y a du temps, hein, parce que là, on est déjà avancé pas mal. Oui, donc, alors, non, mais juste par rapport à l'euro-dollar, bon, par rapport à l'analyse de la semaine dernière, il ne s'est pas passé grand-chose. L'euro reste très faible. Il y a eu entre la semaine dernière et cette semaine un petit rebond technique qui n'a finalement rien changé. Il a de nouveau fait un plus bas. On va en parler tout à l'heure. Tant que les taux américains restent forts, c'est un facteur évident de soutien pour le dollar et on ne peut pas avoir des taux qui continuent d'accélérer comme c'est le cas aux États-Unis et un euro qui arrive à relever la tête de manière significative. Donc, rien de plus à ajouter sur l'euro par rapport à la semaine dernière, ça reste baissier. Et donc, ça reste potentiellement également un facteur de soutien pour les indices, même si il ne faut pas imputer la force du CAC 40 que à la faiblesse de l'euro. J'en veux pour preuve ce qui se passe sur le DAX, qui est beaucoup plus lourd et beaucoup moins dynamique que le CAC, et pourtant il bénéficie exactement pareil, peut-être même plus de la faiblesse de l'euro que le CAC. Donc la faiblesse de l'euro, ça n'explique pas tout. Voilà. Continuons avec le Russell, non? Oui, le Russell. Bon, j'imagine que c'est un indice que vous ne connaissez pas tous très bien. C'est l'indice des 2000 plus petites capitalisations américaines, le Russell 2000. On ne le regarde jamais. Moi, je le regarde toujours, mais on n'en parle pas souvent. Pourquoi je le regarde toujours? Parce que le Russell, quand il est fort, cela veut dire que les investisseurs continuent d'investir et donc de driver des flux de capitaux vers les petites capitalisations. Quand ils le font, cela signifie qu'ils ont confiance dans la vigueur de l'économie américaine, puisque les petites capitalisations sont tout sauf des valeurs défensives. Ce sont parfois et même souvent des valeurs qui sont peu liquides, même si une petite capi américaine, ça n'a rien à voir avec une petite capi européenne, elle est très liquide, mais en tout cas à l'échelle américaine, ce sont des valeurs qui sont moins liquides, ce sont des valeurs qui ne versent jamais de dividendes, ce sont des valeurs qui sont considérées comme spéculatives, et ce sont des valeurs qui sont beaucoup plus liées à la vigueur de l'économie domestique américaine, puisque les petites entreprises sont moins portées à l'exportation que les mastodontes du Dow Jones ou de l'OUX, qui est l'indice des 100 plus grosses capitalisations américaines. Bref, le Russell 2000, c'est d'une certaine manière une façon de regarder la participation, c'est-à-dire ce que les anglo-saxons appellent market breadth, c'est-à-dire la capacité des investisseurs à ventiler leurs capitaux partout sur l'ensemble de la côte. Et quand on a un Russell 2000 qui est fort, eh bien cela signifie qu'on ne peut pas, en tout cas je ne peux pas, mettre en place des stratégies fortement baissières pour le moment, tant que j'ai un Russell qui est fort. Il y a évidemment d'autres facteurs extrêmement importants qui doivent être regardés avant d'avoir des stratégies baissières, mais en tout cas, le Russell en fait partie. Et pour le moment, quand on a un Russell 2000 comme un CAC Total Return qui fait des nouveaux plus hauts historiques, eh bien, ça veut dire qu'il va peut-être y avoir un travail de rotation
sectoriels très importants qui arrivent pour 2018. Peut-être que les indices sont en train de commencer à dessiner des séquences de distribution, mais en tout cas, on n'est pas sur un risque baissier immédiat de moyen terme très fort. En tout cas, c'est l'interprétation que je m'en fais. Alors donc, ce Russell 2000, vous le voyez, il est en très nette surperformance par rapport aux autres indices, puisque lui, il a dépassé donc ses sommets de début d'année. Évidemment, le Russell, il est aidé par la force du dollar, ou plutôt, je devrais dire, il est moins pénalisé par la force du dollar, puisque ces petites entreprises, comme je l'ai dit il y a un instant, sont moins portées vers les exportations et donc souffrent moins du renchérissement donc, du dollar et donc mécaniquement du prix de leurs produits. Donc c'est également un facteur de soutien, ce dollar qui est fort depuis mi-avril pour le Russell. Ce n'est pas le tout. Ce n'est pas le seul plutôt, mais en tout cas, il y contribue fortement. Alors, sur le Russell, c'est doublement intéressant de regarder ce qui s'y passe, parce que contrairement au S&P, Dow Jones et Nasdaq, lui, il a fait un beau triangle symétrique avec 3 points de contact évidents. Le premier en janvier, le second en mars, le troisième en avril. Et puis, du côté du support ascendant, premier test en février, deuxième en avril et puis troisième en mai. Et le Russell est donc sorti de son triangle. Et quand on fait la projection de la hauteur du triangle à partir du point de sortie, on arrive, et c'est toujours un petit peu approximatif, puisque vous le savez maintenant, je le répète quasiment chaque semaine, l'analyse technique est tout sauf scientifique. Hein, c'est plutôt de la psychologie sociale appliquée qu'autre chose, puisqu'en fait, on regarde ce que fait une foule d'investisseurs, comment ils opèrent les uns vis-à-vis des autres, et par conséquent, on donne des targets, ce sont des zones, et donc cette hauteur de triangle, elle amène, si la progression devait continuer, vers les 1720 points. On est actuellement à 1619, 1620, ça fait grosso modo 5-6% de hausse encore à venir, avant que le target donné par le triangle soit fourni, soit donné. Le RSI, il entre en zone de surachat, aucune divergence puisqu'il fait un nouveau plus haut. Donc là aussi, on devrait avoir encore un nouveau sommet derrière, puisque vous le savez, c'est quand le RSI diverge négativement qu'on peut peut-être émettre l'hypothèse d'un dernier sommet. Mais quand on a un RSI qui fait un nouveau plus haut avec le sommet sur le prix, alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances du point de vue donc des probabilités qu'on fasse encore un sommet derrière. Alors maintenant, on va regarder concrètement ce Russell. Voilà, alors regardez, par contre, je vais me mettre... Voilà, donc vous avez exactement le même chart. Donc comment on fait? À partir du moment où il y a un sommet et où il y a donc une correction et que le triangle se forme, eh bien vous tracez la hauteur, vous cherchez à savoir quelle est la hauteur du triangle à partir donc du premier retracement. Et quand vous avez cette hauteur, eh bien vous la projetez à partir du point d'impact, excusez-moi, du point de sortie. Et vous voyez, donc le point de sortie, il est là. Donc je vais me mettre exactement là. Et quand on fait cette projection, on arrive à 1720. Bon, donc ça veut dire qu'a priori, on devrait continuer de progresser jusqu'à ce niveau. Cela dit, tout scénario peut être invalidé et il faut donc savoir à partir de quel prix le scénario n'est plus de mise. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on continue de tracer le triangle jusqu'à que les deux lignes de tendance se croisent. Okay? Et là, ça nous donne un prix.
ça nous donne 1560. Eh bien, l'analyse technique nous dit que s'il y a une correction après le breakout haussier d'un triangle symétrique, la zone de support qui devrait, ou plutôt, où les prix devraient être soutenus par les investisseurs, eh bien, se situe sur l'apex du triangle, c'est-à-dire en français sur la pointe du triangle. Autrement dit, on peut tout à fait avoir un pullback et puis un indice qui revienne. Tant qu'on n'a pas cassé 1560, eh bien la lecture reste haussière sur le Russell 2000. Et là, c'est un petit clin d'œil à Alain qui parlait donc tout à l'heure du CAC 40, parce que si un investisseur est long Russell 2000 sur du moyen terme, eh bien, il ne doit pas mettre son stop d'invalidation sous peine de se faire couper pour rien et de voir l'indice repartir sans lui. Il ne doit pas mettre son stop ailleurs que sous 1560. Et en fait, le bon sens, ça serait de mettre son stop, vous voyez, sous les clôtures ici à 1540 pour laisser un petit peu de bruit sous l'apex à 1560. En plus, ça sera sous cette moyenne mobile à 50 périodes qui pourrait servir de soutien, mais si elle ne sert pas de soutien, alors c'est 1560 qui est la ligne de partage des eaux entre un marché haussier et un marché neutre. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Russell. Donc, on avance parce qu'on a beaucoup d'actifs à voir ensemble s'il n'y a pas de questions. Et bien évidemment, c'est maintenant sur le CAC 40 qu'on va aller, puis après on va regarder le S&P. Donc, je vous disais CAC 40, très grosse bougie. Alors, j'aimerais quand même alerter ceux d'entre vous qui sont trop positifs par la bougie de ce jour, qui est en fait le pendant de ce qu'on appelle dans une tendance baissière un sell-off, c'est-à-dire une bougie de capitulation. Qu'est-ce que c'est une bougie de capitulation? Eh bien, c'est quand il y a une baisse et que les longs se cramponnent et puis la baisse continue. Alors, ils se délestent de leur titre. Et puis, ils espèrent qu'il va y avoir un rebond, et puis ça baisse encore, et puis ils vont se délester encore un petit peu plus, et puis il va y avoir un moment où il va y avoir une grosse bougie rouge qui va montrer que finalement, tous les longs, c'est-à-dire tous les acheteurs, tous ceux qui étaient longs, finissent par jeter l'éponge, et ils ont donc tous vendu leur titre. Et comme ils ont tous vendu leur titre, et c'est cette énorme bougie rouge qui vient quelque part solder la baisse précédente, et bien comme ils ont tous vendu leur titre, il n'y a plus de vendeurs. Et comme il n'y a plus de vendeurs, eh bien le marché peut rebondir. Et quand vous avez donc un marché baissier qui se termine avec une très longue bougie rouge, eh bien c'est peut-être le moment de commencer à bâtir un scénario contrarien. Alors évidemment, il faut d'autres arguments. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que avec la bougie d'aujourd'hui sur le CAC, eh bien peut-être que avoir une bougie aussi longue après une hausse aussi importante, eh bien c'est peut-être le signal que tout le monde est déjà long. Et si tout le monde est déjà long, c'est-à-dire si tout le monde est déjà positionné, est déjà investi, qui reste-t-il pour continuer de payer le CAC 40? Eh bien, si effectivement il ne reste personne, ça veut dire que demain ou lundi, on va avoir une consolidation et peut-être que cette bougie verte, c'est le champ du cygne, c'est la dernière avant une correction plus importante. Alors, tout ce que je vous dis, ce sont des supputations, ce sont des spéculations. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer demain, ni après-demain, mais ce que je sais, c'est que quand on a des bougies aussi grosses qui viennent après des hausses aussi grosses, c'est vraiment le dernier moment pour passer long. Soit vous êtes long et vous resserrez vos stops,
Et la question, c'est où est-ce qu'on met le stop? Soit vous n'êtes pas long parce que vous n'avez pas participé à ce rallye, parce que vous étiez en vacances, parce que vous n'y croyez pas, parce que votre méthode de travail vous disait qu'il ne fallait pas rentrer. Bref, il y a toujours 1000 raisons tout à fait pertinentes de ne pas rentrer sur le marché. Mais si vous ne l'avez pas fait, ne vous dites pas « Ouh là là, le CAC 40 a pris 1% aujourd'hui après avoir fait donc ce nouveau sommet, on est sur des plus hauts de 2018, tous les médias vont ne faire qu'en parler demain et ce week-end, et c'est le pire moment pour rentrer. » Donc, si vous n'êtes pas long, eh bien, vous restez à l'écart. Tant pis, vous avez raté toute la hausse, vous allez continuer de la rater jusqu'à qu'il y ait la formation d'une figure qui vous donne un stop serré. Si vous êtes long et que vous vous dites mais où est-ce que je dois mettre mon stop parce que je n'ai pas envie que le marché me reprenne ce que j'ai gagné, alors le vrai niveau d'invalidation de cette tendance à court terme, c'est 5482, c'est-à-dire cette petite respiration. Si on revient sur 5540, ce n'est absolument pas un niveau d'invalidation, c'est un niveau d'achat. C'est-à-dire que c'est une polarité, une résistance qui devient potentiellement un support. Ça veut dire que 5560, 5540, s'il y a un repli, il y aura des investisseurs institutionnels et privés qui se diront que c'est la zone opportune pour revenir sur le marché à meilleur prix à 5540, stop sous 5482, mais le stop d'invalidation de cette tendance, il est sous 5482. Et comme c'est un stop qui est beaucoup trop loin, mais c'est comme ça que le marché est structuré, et donc on analyse et on prend des positions pas en fonction de ses désirs, mais en fonction de la réalité. La réalité, c'est que le stop ne peut pas se mettre ailleurs que sous 5482. Et comme c'est, à mon sens, beaucoup trop important comme spread entre le stop et le prix, eh bien, si vous n'êtes pas dedans, c'est pas grave. Vous restez toujours à l'extérieur et s'il y a un repli, vous rentrez sur le repli. Si vous avez envie de rentrer, je dis pas qu'il faut rentrer, mais ceux qui ont envie de rentrer, le prix optimal, c'est sur 5540. Et puis ceux qui pensent que de toutes les façons, tout va chuter derrière, eh bien, ils ne rentrent pas du tout. Je vous laisse totalement responsable de vos investissements puisque ce n'est absolument pas, et vous le savez bien, un webinaire de trading, mais un webinaire d'analyse. Donc, que dit l'analyste? Et c'est beaucoup plus facile d'être un analyste qu'un trader, je vous garantis. Que dit l'analyste? L'analyste, il dit le stop, il est sous 5482. Il n'y a rien à transiger par rapport à ce niveau. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais le stop, il ne faut pas le mettre ailleurs. Il ne faut pas commencer à mettre ses stops en se disant oui, si on revient sur le point d'origine de la bougie et qu'on le casse, c'est mon stop. Non, le stop, il n'y en a qu'un. C'est celui-là, sous 5482. Je crois que j'ai répété 5 ou 6 fois, donc je vais m'arrêter là. Mais je pense que c'est super, super important parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui rongent leur frein en se disant je vais rentrer. Donc non, on ne ronge pas son frein, on reste tranquille, cool, et on attend qu'il y ait une formation sur le prix qui se mette en place. Bon, c'est un plaisir d'assister à cette monologue sur le CAC 40. Mais c'est super important, oui, mais je suis bien d'accord parce que tout le monde l'a dit aussi. Excellent, Roger, et tout le monde a bien apprécié tout ça. Il y a Pierre qui conseille un verre d'eau pour Laurent. Ça va, Pierre. J'en ai malheureusement pas ce soir, mais je vais m'en sortir, vous inquiétez pas. Fois, je promets mais merci pour votre compassion, cher Pierre. En passant en S&P 500. Oui, alors il est beaucoup plus lourd, hein, le S&P. Évidemment, il est beaucoup plus lourd parce qu'il souffre, le pauvre, avec ces taux qui veulent absolument pas se calmer. 3% la première fois, ça a généré une correction importante. Une correction, c'était ici. Là, on voit qu'on est à 3,9. Regardez, le prix, il est ici. On est à 3,10 hein, même sur le 10 ans US. Et en fait, ça ne vend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le consensus, c'est-à-dire la psychologie collective et partagée des opérateurs, est en train d'évoluer. Ce qui faisait peur fait moins peur. Alors, évidemment, ça freine. Parce qu'on voit bien que maintenant qu'on a franchi cette résistance, on a du mal à s'en décoller. Cela dit, on avait dit ensemble précédemment que le point d'achat sur le S&P, c'était effectivement le retour sur 2700 points. Le pullback, il a eu lieu. On va voir si maintenant le S&P est en mesure de continuer sa progression. En tout cas, hier et aujourd'hui, a priori, ce sont des bougies qui montrent que le courant
acheteur ne tarit pas, alors que le 10 ans, lui, continue de progresser. Donc, on est passé, vraisemblablement, c'est l'explication que je m'en fais, d'un premier état où au-dessus de 3%, c'était un petit peu voilà, tout ce qui s'est passé dans la première partie d'année, une très grosse crainte que l'inflation soit trop forte et que finalement la Fed accélère son agenda de hausse des taux, à un marché qui se dit mais peut-être que finalement cette inflation et ces taux qui repartent à la hausse, c'est pas si négatif. Ça montre que finalement l'économie est en train de se renforcer. Et tant qu'on est au-dessous d'un certain niveau sur les taux et sur le 10 ans, eh bien finalement, ça reste positif. En tout cas, on voit bien que la perception a évolué. Et là, pour le coup, vous le voyez bien, les fondamentaux, eux, continuent d'être les mêmes, mais la perception des opérateurs, elle, évolue. Et en fait, c'est ça que l'analyse technique essaye d'expliquer, de décortiquer pour pouvoir effectivement prendre au mieux position une fois que l'analyse fondamentale a été faite, si vous faites de l'analyse fondamentale ou si vous ne faites pas du tout d'analyse fondamentale, savoir où sont les niveaux et quel est le consensus. Eh bien, vous le voyez sur le S&P, on reste au-dessus de ce niveau de résistance qui devient support. Cette oblique baissière qui a été franchie devient également une zone de support. Nous avons des moyennes mobiles 200 et 50, 200 qui restent haussières, 50 qui repart doucement à la hausse. Autrement dit, maintenant, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau à 2655, la tendance reste neutre, positive, et on peut viser 2790. Alors, 2790, on peut viser tant qu'on reste immédiatement au-dessus de ce petit pivot qui signale, après 2 jours de correction, la fin et la reprise de la tendance. Okay, donc, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau ici, à 2700, eh ben, on peut continuer de progresser vers 2775, 2790. Si en revanche, ça consolide plus, ça veut dire qu'on réintègre le range, ça veut dire qu'on ne devient pas négatif, mais que ça a été un faux départ, que peut-être qu'il va falloir aller plus bas. En tout cas, tant que 2655 maintenant reste défendu par les acheteurs, la lecture est neutre sur le S&P. Tant que nous sommes au-dessus de 2695, 2705, la lecture est haussière. Et de toutes les manières, tant que la lecture reste haussière, c'est 2790 qu'on vise. Voilà, j'en ai terminé avec le S&P. Donc, on a eu une question sur le FTSE 100. Alors, je ne sais plus, malheureusement, j'ai oublié le prénom de la personne qui nous a interrogé par email sur le FTSE. Bon, tout ça pour vous dire que lui aussi, il est très fort, puisqu'il a progressé, regardez, avec des consolidations qui durent à peine, des corrections qui durent à peine une journée de correction ici, une journée ici, une journée ici, une toute petite journée ici, et tout le reste, c'est un FTSE qui est dans une impulsion haussière extrêmement puissante. Et là aussi, on a une bougie verte importante qui vient terminer sa course pile poil au point près sur la résistance. Par conséquent, là aussi, c'est pas du tout le moment de passer long FTSE parce qu'on est sous une résistance et puis surtout qu'il n'y a pas eu de correction qui a été faite. Les deux moyennes mobiles sont en train de croiser, elles viennent de croiser. Ça veut dire que à moyen terme, c'est un facteur qui est positif, c'est un premier signe encourageant. Le RSI ne montre pas de divergence, donc ça veut dire qu'on devrait derrière faire un plus haut, mais ce plus haut peut être effectué après une correction qui va donner un petit peu de mou aux acheteurs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir, ils sont peut-être plus maintenant dans une logique de prise de profit, peut-être qu'en retour sur 2600 points
pourrait être une opportunité pour eux avec un stop sous 7490 points. Vous voyez, ça serait effectivement une possibilité, 7600, 7500, si effectivement il y avait un repli, en tout cas pour le FTSE maintenant. Je n'anticipe pas de retournement significatif majeur, je m'attends plutôt a priori à une correction. Le 10 ans US, alors lui, il est donc à 3,10. Il a fait depuis le début d'année une progression phénoménale entre 2,20 et 2,91. Ensuite, une correction dans ce canal baissier, cette nouvelle impulsion, puis cette petite consolidation. Et puis depuis 3 jours, on le voit progresser fortement pour aller vers les 3,10, c'est-à-dire 3,1% de rendement annuel pour tous ceux qui détiennent du T-Note, c'est-à-dire une créance sur l'État américain, donc avec une maturité à 10 ans, c'est-à-dire globalement maturité 2029. Alors le niveau qui invalide ce mouvement haussier sur le rendement, il est à 2,91. C'est assez facile à comprendre. Zone de résistance, zone de support. On aurait pu monter un petit peu la résistance et ça monte un petit peu le support. Je préfère faire abstraction de l'excès haussier. Et d'ailleurs, quand on le fait, on voit bien que c'est là la vraie zone de support. Donc 2,91, c'est le niveau sur le rendement qui ne doit pas être enfoncé pour que cette dynamique haussière soit conservée. Alors maintenant, la question, c'est jusqu'où peut aller à très court terme le T-Note, le rendement du T-Note. Alors, j'imagine que vous lisez comme moi la presse financière spécialisée. Tout le monde parle d'un rendement à 3,5% avant la fin de l'année aux États-Unis. On est à 3,10, donc 3,50, c'est très très loin. Donc, la question, c'est de savoir sur un horizon plus proche où peut aller le rendement à 10 ans. Et j'ai deux extensions de FIBO qui me disent qu'on peut aller à 3,15 et 3,22. Donc, ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, c'est comment on trouve, c'est pas, je vais juste vous montrer une méthode pour trouver où sont les extensions. Il y a d'autres méthodes, mais je vais vous en montrer une qui fonctionne bien dans ce cas précis. Pour savoir comment trouver les niveaux donc d'extension de FIBO, déjà, avant, il faut savoir où sont les niveaux de retracement. Alors, je prends mon outil, je vais prendre la clôture la plus basse jusque la clôture la plus haute. Je vais zoomer. Et qu'est-ce que j'espère que vous voyez bien, hein, parce que c'est vraiment très important de pouvoir le faire quand vous êtes seul. Quand vous prenez donc la clôture la plus basse, c'est-à-dire celle qui souligne la fin de la conso, et la clôture la plus haute, eh bien vous voyez que la correction fait un 38% de toute l'impulsion qui précède. Donc, vous avez donc un support qui s'est concrétisé à la fois sur une zone de résistance qui, par sa polarité, devient support, et par un niveau de retracement de FIBO qui tombe pile poil, c'est le 38%. Une fois que vous avez ça, vous pouvez chercher les extensions. Comment? Vous prenez votre outil, vous le faites partir du point bas, vous le faites courir jusqu'au point haut, qui vous a servi à trouver votre retracement. Ensuite, vous faites le retracement jusqu'à votre 38, mais si le marché avait corrigé jusqu'à 50%, vous auriez fait courir votre retracement pour trouver l'extension à 50%, hein, c'est évident.
Et quand vous le faites, eh bien, vous voyez que vous avez donc un premier niveau, le 0,68 à 3,09. Le deuxième niveau, alors il est un peu en dessous, à 3,14. Et le troisième niveau, il est à 3,20. Donc, pour pouvoir trouver une extension de Fibo, il faut qu'elle puisse avoir un lien avec le retracement. Parce que sinon, vous pouvez, si vous n'avez pas de lien, vous pouvez prendre votre outil d'extension et puis prendre une impulsion, prendre une correction et puis tracer les extensions. Mais ce n'est pas des extensions de Fibo. Pour que ce soit une extension de Fibo, il faut qu'il y ait un lien entre le retracement 38, 50, 61 et l'extension que vous allez calculer à partir du retracement. Il y a Pascal qui nous pose la question, la clôture la plus haute est 3104. Non, mais ce n'est pas ça qu'on regarde, Pascal. Ce qu'on regarde, c'est quand on est là, quand on est comme ça, et qu'on se dit, où est-ce que peut aller le rendement? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, là, évidemment, maintenant qu'on le sait, c'est 3, 10, 4, et puis après, c'est 3, 14, 5 et 3, 20. Mais quand on est là, la question, c'est quand on est là. Quand on est là-dedans, et on se dit, mais jusqu'où ça peut aller? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule, on voit si on a une convergence entre le niveau de retracement de Fibonacci et un niveau technique, et surtout la conso. Donc là, une fois que vous avez un marché qui est comme ça, vous avez la conso et vous avez le marché qui repart. Donc vous dites, a priori, je peux tabler sur le fait que ça, c'est une hypothèse de travail, ça va être le point bas de ma conso. Donc vous faites votre retracement. Oh, comme c'est étrange, ça fait juste 38%, c'est génial. Ça aurait pu faire 50 ou 61,8, c'est pas grave. Il faut que ça fasse l'un des trois. À partir du moment où ça fait l'un des trois, je répète que 38 de retracement, c'est ce que j'appelle le minimum syndical d'une correction pour faire une hausse après. C'est-à-dire que quand vous faites un 38%, c'est des take profits tout à fait normales et légitimes des opérateurs. Quand vous faites un 50%, c'est un petit peu plus profond, ça veut dire qu'on va retaper le précédent sommet, voire plus haut. Quand on fait 61,8 de retracement, ça veut dire que pour moi en tout cas, on va aller retaper le sommet, mais à court terme, on ne va pas faire un plus haut. Quand on fait 38% de retracement, ça veut dire qu'on va vraisemblablement, il faut toujours parler en termes de proba, jamais en termes de certitude, vraisemblablement faire un nouveau sommet derrière. Donc, vous avez votre 38%, puisque vous avez votre petit marteau qui vient valider le 38 et la zone. Donc, vous dites, eh ben, je vais maintenant faire courir mon outil d'extension sur le précédent sommet jusque mon 38%. Et là, ça va me donner les projections à 0,70 et 0,70 et 1%, c'est-à-dire la totalité de la jambe précédente. Merci, Deepak Pascal. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, on reviendra dessus. Pas aujourd'hui parce que le temps court très vite, mais on pourra revenir dessus si ça vous intéresse. Parce que de toute façon, c'est quelque chose que vous devez maîtriser et que vous devez comprendre. Très très vite, quel est le niveau où la figure qui invaliderait l'hypothèse d'extension? Eh bien, c'est si on casse le dernier creux dans cette hausse, puisque maintenant qu'on a fait un nouveau sommet, quand vous regardez un marché qui est haussier, dès que ce marché a fait un nouveau plus haut ou un plus haut, la première chose que vous regardez, c'est pas le dernier sommet en vous disant je suis génial, je suis dedans, je gagne plein d'argent, c'est où est-ce que je dois mettre mon stop pour que si le marché se retourne, eh bien, je prenne mes gains sans toutefois que mon stop soit trop serré pour que je prenne le risque de sortir pour rien. Eh bien, quand le marché fait un nouveau plus haut, la première chose que vous regardez, c'est où est le dernier creux qui précède le dernier sommet. Le dernier creux qui précède le dernier sommet, il est à 2,91. Par conséquent, tant que 2,91 n'est pas enfoncé, vous avez des creux et des sommets qui sont ascendants. Raphaël, merci beaucoup. Alors allez, on embraye sur Nestlé. Il nous reste 10 minutes. Alors, Nestlé, c'est intéressant parce que là, pour le coup, vous voyez, on a une figure en rounding bottom, c'est-à-dire creux arrondi. Après
une impulsion baissière assez importante, puisqu'on est passé de 86 à 73, ça fait quand même 15% de baisse. Eh bien, le marché donc a arrêté donc de baisser et on a donc une stabilisation des prix, stabilisation annoncée par le changement de rythme. Regardez la vitesse de la baisse début 2018 et puis là, on fait des creux qui sont plus bas mais qui le sont de moins en moins puisque à chaque fois, les rallyes de contre-tendance, c'est-à-dire les réactions intermédiaires, sont importantes et donc on fait des creux qui sont toujours de plus en plus bas mais de moins en moins. Et puis, à un moment, c'est-à-dire fin avril, on recommence à faire des creux qui sont ascendants. Et donc, ce qu'on surveille, c'est évidemment le franchissement de cette zone. Alors là, depuis début avril, on a creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet ascendant. Donc, depuis début avril, on est mi-mai, c'est-à-dire depuis 6 semaines, on est sur une tendance haussière de court terme, à moyen terme, ou en tout cas depuis début février, on est sur une tendance plate, et depuis début décembre, on est toujours dans un mouvement baissier. Ce mouvement baissier débuté en décembre serait invalidé si et seulement si les prix arrivaient à dépasser ce niveau à 78 francs suisses, car Nestlé est coté au SMI. Donc, au-dessus de 78, on serait sur une tendance haussière de court terme, sur une tendance de moyen terme qui serait elle aussi en train de se retourner, elle était neutre, eh bien elle passerait haussière. Et là, pour le coup, sur la tendance depuis fin 2018, on serait sur un mouvement qui est en train donc d'être invalidé et donc on serait plus baissier depuis fin d'année dernière. Voilà, donc rounding bottom sur Nestlé. Cette tendance haussière de court terme, dès qu'on a dépassé 78 francs suisses, le stop d'invalidation de ce mouvement se place ici, sous 75,80. Pour le moment, nous sommes toujours sous ce niveau à 78. Le stop d'invalidation de ce mouvement, pour le moment, techniquement, il est donc toujours pour moi sous ce niveau à 74,38. Okay, il faut que le marché fasse un nouveau plus haut pour que ce soit, vous voyez, ce niveau qui soit effectivement validé. Et s'il l'est, alors on aura donc une tendance haussière qui est confirmée. Est-ce que vous avez des questions? Non, il n'y a pas de questions spéciales. Sur Nestlé. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, puisque c'est vraiment c'est votre webinaire. Hein, donc, s'il y a des choses que je vous explique qui ne sont pas claires, j'y reviens sans aucun problème. S'il n'y a pas de questions, on continue. SES. Bon, là aussi, on est sur un marché qui a fortement baissé, qui est en train de consolider puisque on est sur une tendance plate depuis le début d'année. Le niveau qui marquerait un retournement potentiel de tendance, c'est 14 €. Attention à la moyenne mobile à 200 périodes qui passe justement dans le voisinage des 14 €. Il va y avoir une bataille qui va être livrée autour de ce niveau. Si les acheteurs arrivent à remporter la bataille, ça veut dire qu'ils prennent le contrôle des échanges et que le titre, qui est déjà dans une tendance haussière depuis début avril, avec creux, sommet, creux, sommet, creux et nouveau sommet, par conséquent, début avril, ça serait le début d'une tendance haussière de court terme. Eh bien, le dépassement de 14 serait également là aussi le signal que la tendance n'est plus baissière neutre, mais qu'elle est potentiellement en train de se retourner à la hausse. Vers quel niveau? 15 € dans un premier temps. Deuxième objectif 16,40 et puis derrière 18,03. Le niveau à très court terme, le niveau à très court terme qui invalide ce mouvement haussier. Alors, ce mouvement haussier, vous voyez, il est quand même très très lent hein, pour le moment. Ça veut dire que
a priori, la borne haute du gap a été support, puisqu'on assiste aujourd'hui à un rebond sur cette zone, d'autant plus que la moyenne mobile à 50 périodes vient elle aussi jouer un rôle de support dynamique. Donc si on ne continue pas, ou plutôt si SES ne continue pas de progresser maintenant que la correction a eu lieu, que le support a été trouvé, que la moyenne mobile est également support dynamique, si on ne progresse pas et qu'on enfonce ce niveau, alors ça voudrait dire qu'on est toujours en conso. Donc, ce gap change un petit peu la donne, puisqu'il ne doit pas être comblé. Ça veut dire qu'on ne doit pas assister à une clôture sous 11,76, mais même si on cassait la borne haute du gap haussier, déjà, ça voudrait dire que la dynamique haussière est en train de se tarir. Ça veut dire que les acheteurs sont en fait débordés par l'offre et que par conséquent, ils n'arrivent pas, que la demande est inférieure à l'offre et que par conséquent, ils n'arrivent pas à endiguer tout le papier qui arrive et que cette dynamique est entamée et que par conséquent, on va continuer vraisemblablement à rester en conso. Donc pour la personne qui a posé la question sur SES, à moyen terme, c'est-à-dire depuis novembre, la tendance est plate, elle donne des signes encourageants de retournement. Celui-ci n'a pas encore eu lieu tant que le niveau à 14 € n'a pas été dépassé. À court terme, on est toujours haussier tant qu'on est au-dessus de ce niveau à 12,56. On attend maintenant que le support de très court terme a été trouvé, de voir les prix continuer de progresser vers la résistance à 14, arriver à la dépasser, dépasser la moyenne mobile. Et là, pour le coup, on pourra commencer sérieusement à envisager un retournement de tendance sur un horizon d'investissement plus large pour SES. EDF. Alors, EDF, sur un horizon de temps moyen terme, c'est-à-dire depuis novembre, vous voyez bien que la tendance est plate, puisqu'on est toujours sous le niveau de ce sommet qui date de l'année dernière. En revanche, quand on regarde la progression depuis début février, creux, sommet, creux, sommet équivalent, creux équivalent range, mais là, très belle progression, nouveau sommet, creux sur polarité. On a une petite temporisation avec un sommet équivalent, mais un creux qui reste ascendant. Et puis là, on a un nouveau sommet qui vient en fait tester la résistance à 12,33 qui date de novembre. Donc, sur EDF, à moyen terme, tant qu'on est sous 12,33, la tendance reste neutre. À court terme, c'est-à-dire depuis cette zone de congestion qui s'est formée sur cette grosse zone de support autour de 10 €, on est dans un mouvement haussier. Et d'ailleurs, regardez, on voit bien que les acheteurs n'ont pas peur du courant vendeur sous la résistance, puisque à quoi vous assistez ici? Vous assistez à de l'accumulation sous une résistance. Ça veut dire qu'il y a toujours des achats qui sont réalisés sous ce niveau. Et pourquoi ces achats sont réalisés? Eh bien parce que, a priori, les opérateurs anticipent un franchissement de la résistance. Quand on regarde les volumes en bas, on voit qu'ils sont un petit peu faibles puisqu'ils sont en dessous d'une moyenne mobile à 20 jours, autrement dit un mois de cotation. C'est un petit peu plus faible, c'est pas beaucoup plus faible. Vous voyez, c'est pas comme ce moment ici où on est monté sans volume. Là, on est sur une moyenne mensuelle qui est, vous le voyez, assez stable depuis plusieurs mois. Donc ça manque un peu de volume, mais c'est pas non plus un facteur discriminant. J'interprète l'action des prix comme de l'accumulation sous la résistance et donc j'anticipe sur EDF, peut-être à tort, un dépassement de la résistance avec une continuation haussière pour le titre. Les prochains niveaux, c'est 12,82 et 13,30. Le niveau qui invalide pour le moment
ce mouvement haussier, il est là-dessous, mais en fait, c'est-à-dire sous 11,25, mais en fait, ce n'est pas 11,25, c'est sous 11,07. Dès qu'on aura fait un nouveau sommet, on pourra remonter le stop sur cette nouvelle polarité, résistance, résistance, support. Dès que EDF a fait un nouveau sommet, alors le stop d'invalidation se place sous 11,93, puisqu'il y aura un nouveau sommet, ça sera le dernier creux qui deviendra support. Apple qui est de nouveau en tendance, hein, puisqu'on est en train de faire des nouveaux plus hauts historiques à 187 $. Alors Apple, c'est 930 milliards de dollars de capitalisation boursière, c'est-à-dire que l'entreprise va vraisemblablement être la première entreprise dans l'histoire à avoir une capitalisation qui va atteindre 1 trilliard de dollars. Quand on arrivera donc sur ce niveau, il manque environ 60 milliards. Vous me direz, pour Apple, c'est une bagatelle, hein, 60 milliards. En tout cas, c'est quelque chose que moi, j'anticipe pour l'année 2018. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel cours correspondra cette capitalisation de 1 trilliard. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit 1 trilliard ou 1 trillion. En anglais, c'est 1 trillion, mais je crois qu'en français, on dit 1 trilliard. En tout cas, c'est 1000 milliards. Et c'est assez phénoménal, hein, d'avoir une entreprise qui ait cette capitalisation. La deuxième, de mémoire, je crois que c'est Amazon avec 750 milliards. Apple, qui a une participation massive de Warren Buffett au capital, c'est le premier investisseur, je crois. Et puis Apple, qui a des programmes de shares buyback colossaux, c'est-à-dire que l'entreprise rachète ses propres actions et les fait disparaître. C'est évidemment là aussi un facteur évident de soutien et de hausse. Alors, la question c'est à quel niveau de cours correspondra ce trilliard de capitalisation? D'après mes calculs, je les ai faits à la mano, donc prenez ce que je vous dis avec des pincettes parce que je peux me tromper, mais d'après mes calculs, en calculant donc l'ensemble des actions qui circulent, en le multipliant par leur cours, ça serait autour de 204 $ que Apple atteindrait le trilliard de capi. On est à 187, donc vous le voyez, il manque encore un petit peu de chemin. 193, 193, 196, c'est les deux prochaines targets, deux prochaines cibles, et puis 201, c'est là aussi la troisième extension de Fibo que j'ai trouvée. Et puis derrière, si ça continue, ben, ça serait autour de 204 que vous verrez partout dans la presse. Apple atteint le trilliard de capi. Voilà, en tout cas pour le moment, le niveau d'achat potentiel, c'est sur 180, c'est-à-dire le retour sur la polarité. Le niveau qui invalide ce mouvement, ça serait sur, comme on vient de le voir sur l'autre titre, ça serait donc le comblement du gap, c'est-à-dire clôture sous 169, effectivement. Si on devait casser ce niveau, bah alors là, déjà, s'il n'y a pas de la demande sur 180 et que la polarité n'est pas activée, ça serait un premier pré-signal de faiblesse. Si on réintègre le range précédent, ça serait un deuxième signal de faiblesse du courant acheteur. Alors là, pour le coup, si on comble le gap, ça veut dire qu'on repart complètement au conso, qu'on ira retester 160 et pourquoi pas 156. Vite fait, Tesla. Tesla, et ce sera le mot de la fin. Bon, bah, on est dans une config très très différente d'Apple. Le titre souffre, on ne va pas rentrer dans des considérations fondamentales, ce n'est pas l'objet. En tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'on est maintenant en présence d'un petit range. Au-dessus de 310 $, cela signifierait que le titre peut retourner potentiellement vers 326, 346, 360. Si on casse le support à 280, ça veut dire qu'on peut potentiellement retourner sur, je ne sais pas combien, sur 250. Voilà, donc rien de particulier à dire sur Tesla. Il n'y a pas de tendance. À moyen terme, c'est une espèce de tendance baissière très compliquée, pas du tout intéressante.
à très court terme, il y a cette espèce de rebond qui s'est fait, mais qui par derrière continue de tergiverser, donc il n'y a pas de momentum, rien à faire sur Tesla, aucun intérêt pour le moment. Voilà, chers auditeurs, il est 19h05, nous avons dépassé de 5 minutes, c'est l'heure de nous quitter. Exactement, à la fin de cette émission d'aujourd'hui, donc il me reste juste à dire grand merci à Laurent pour merci l'explication et à vous, à la semaine prochaine. Je crois qu'on va faire l'émission prochaine de mercredi. Je vais te demander si c'est OK pour toi, parce que normalement on fait le jeudi, mais j'aimerais bien avancer au mercredi. Eh bien alors rendez-vous mercredi prochain. Bon, on va voir ça avec Laurent. Non, mais il n'y a pas de problème, pas de problème de mon côté. Bon, écoute, on va voir ça. A priori mercredi. Vous allez recevoir un email demain, évidemment, avec les prochains rendez-vous. Et je vous dis excellente soirée. Merci à tous d'être toujours là avec nous toutes les semaines. Exactement. C'est pour vous qu'on est là, hein, donc merci d'être avec nous. Excellent. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. Ciao.